Bien, alors, prenez place si vous voulez bien. Oui, je vous en prie, n'hésitez pas à vous rapprocher. Merci. Voilà, si vous voulez vous rapprocher, merci. On va démarrer. On attend un orateur encore et un peu plus de public, mais ça va arriver. Alors, l'enjeu de cette discussion maintenant prévue dans ce Tous engagés, dans ce festival, c'est bien dans la problématique du handicap, la question du parcours de vie aujourd'hui, du projet de vie plus largement encore, et de la façon dont tous s'engager de façon bénévole ou plus professionnelle en tout cas, les instituts, les établissements, maintenant plateforme de services, on va le voir, la façon dont vous êtes en train d'évoluer pour essayer de respecter au mieux le projet de vie des personnes en situation de handicap. Évidemment, professionnels du secteur médico-social, c'est évidemment votre obsession, mais il y a des blocages encore, il y a un virage qui est pris, certes, mais il y a encore des situations qui sont compliquées et sur lesquelles on va revenir pendant cette petite heure de discussion. Avec nous déjà sur scène, et vous avez compris que du coup la scène est un peu petite, donc on n'aurait pas tenu tous, donc il y aura un peu deux phases pendant cette table ronde. Salomon Brandler, Jonathan, son frère, qui est aussi son tuteur, et Patricia Ménard, qui est son assistant parcours de vie, c'est comme ça qu'on dit. Et puis ensuite, vous interviendrez, Cindy Thomaset, qui est aussi assistante parcours de vie, Madame Martel, ancienne présidente de l'UNA et présidente de l'UNA Pas-de-Calais aujourd'hui, Jacques Daniel, qui est présent et qui est administrateur Nexem, Dr Ajar, qui lui, à Bordeaux, est chef d'unité à l'hôpital de Bordeaux, mais qui préside l'association Rénovation et avec qui on va parler aussi de handicap plus psy, et Jérôme Bégari, qui est directeur territorial Croix-Rouge en PACA et Corse. Et puis nous attendons donc Adrien Taquet, qui est député et qui a co-produit ce rapport Plus simple la vie, un rapport présenté au Premier ministre, dont l'enjeu est d'arriver, notamment à travers l'administration, le secteur public, de simplifier les parcours pour les personnes en situation de handicap. Alors, premier sujet, on s'était dit, c'est le souhait des organisateurs de la table ronde, Nexem et la Croix-Rouge, Céline Poulet, Özlem Kaya, qui se sont dit, mais le mieux, c'est de commencer par une situation réelle. Et pour prendre en compte un projet, eh ben, écoutons un projet de vie. Voilà. D'où, et je t'en remercie, on a dit qu'on se tutoyait, c'est pour ça, c'est pas du dédain de ma part, c'est parce qu'on en a parlé, puis c'est venu spontanément, et du coup on se tutoie, avec Jonathan ou avec Patricia. Présente-nous, s'il te plaît, Salomon, l'idée que tu as aujourd'hui, ton rêve, ton projet. Tu étais à Paris, tes frères et sœurs, puis ça a évolué, la famille. Jonathan est ton tuteur, mais il vivait à Bordeaux, c'était pas simple. Tu es descendu à Bordeaux, on va voir ce que ça a donné de positif par rapport à ton projet. Mais ton projet de vie aujourd'hui, c'est quoi ? Mon projet de vie et mon rêve, c'est habiter dans une grande maison avec ma copine Lucie et me marier avec ma copine Lucie et passer le permis et faire petite famille avec ma copine Lucie. C'est déjà trois choses assez considérables. Ouais. Te marier, créer une famille et passer le permis au passage. Et où tu en es de ça ? Tu as quel âge, Salon ? J'ai 34 ans. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis en établissement ? Est-ce que tu vis tout seul ? Est-ce que tu vis dans un appartement ? Est-ce que tu travailles ? J'habite du sol à Bordeaux, à Pessac. Mm-hmm. Mais avant, j'ai habité dans une grande association, dans foyer Alpei Habitat, mm-hmm.
avant. Après, je suis passé par une grande maison à 6 colocataires. Mhm. Mais cette maison fait partie Habitat Alpéry Foyer. Et ça a duré combien de temps, la période de l'habitat en colocation? Combien de temps tu es resté en colocation? Tu te souviens? J'étais habité, ça fait depuis 2004. D'accord. Mais déjà à l'époque, tu disais, j'ai envie de vivre seul. J'ai envie d'habiter seul parce que c'est mon projet. C'est mon projet, Mhm. habiter seul. J'ai envie d'apprendre des choses Mhm. seul. Voilà. Et je dis devant tout le monde, merci à Patricia Ménard qui m'a beaucoup aidé pour trouver le travail, trouver ma maison. Et surtout, j'ai trouvé la femme de ma vie. C'est Patricia qui te l'a trouvé? Non. Pardon. Non, je me demande. Dis-moi, tu travailles où? Et ça te permet de vivre comment, financièrement? Je travaille dans un restaurant Ouais. qui s'appelle La Bonheur, Mhm. à côté de chez moi, à Pessac. Mhm. J'ai commencé à faire stage. Et tu fais quoi dans le restaurant? Je fais de préparation froide, Mhm. les desserts, les entrées et les services. Ouais, donc un travail stratégique en cuisine pour que les clients soient servis, que les chefs ensuite puissent utiliser les préparations et que les clients soient bien servis à temps. On va passer le micro à Jonathan, si tu veux bien. Voilà, merci. Merci. Ce que décrit Salomon, en dehors même du projet, du rêve aujourd'hui, c'est tout un parcours déjà. C'est-à-dire que ça a été, disons les choses, ça a été laborieux, ça. Ça n'a pas été simple de convaincre. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ensemble pour y arriver à la situation qui semble satisfaire aujourd'hui Salomon et promettre la suite déjà, de réaliser éventuellement la suite? Les obstacles que vous avez rencontrés? Donc Salomon travaillait déjà anciennement dans un ESAT, donc un milieu protégé pour le travail pour les personnes en situation de handicap. Et il habitait dans une maison qui était gérée par une association, toujours un petit peu en milieu fermé. Mhm. Et les obstacles pour le projet de vie de Salomon, qui était d'aller de plus en plus vers le milieu ordinaire, c'était d'être écouté déjà par les personnes qui accompagnaient professionnellement Salomon, parce qu'il y a une forme de demande de prise De prise en compte du projet? oui, que l'on soit pris en compte dans le projet, mais sur le fond, c'est pas réellement le cas. En fait, il y a des sachants entre guillemets qui sont là pour donner des directives sur ce qu'il est en capacité de faire et ce que eux peuvent proposer. Et puis Donc il y a ça peut s'arrêter là en fait. Ouais. Il reste dans le milieu ordinaire, dans le milieu protégé, avec les directives qui ont été décidées pour lui. Surtout ce que lui a à dire est peu pris en compte. C'est bien formalisé sur un document où il y a un projet de vie, mais très peu de choses de ce que lui demande se réalisent en fait. Très concrètement, par exemple, la question de l'argent. Oui. Il y a eu un changement, c'est-à-dire que il ne gérait pas son budget. Est-ce qu'il gère aujourd'hui son budget? Est-ce que c'est une possibilité? Oui, tout à fait. Donc, précédemment, lorsqu'il était en institution, il y avait des éducateurs spécialisés qui lui disaient ce qu'il pouvait acheter dans la semaine et combien il pouvait gérer. Et aujourd'hui, qu'il vit tout seul, c'est lui qui se gère son budget hebdo pour aller faire ses courses, pour se faire des petits achats plaisir, etc. Donc il a un budget dans la semaine et il le gère tout seul. Il n'y a personne qui le chapeaute en fait
pour lui dire ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire avec l'argent qu'il peut gérer dans la semaine. Et très concrètement, le salaire au restaurant suffit? Enfin, comment vit Salomon? Comment est-ce que vous arrivez à réussir à avoir un budget qui permette de vivre de cette façon? Parce qu'on verra que cette donnée du monétaire, de l'argent, est fondamentale, oui, évidemment, pour réussir l'objectif de permettre aux projets de vie de se réaliser. Donc, il effectue un stage actuellement dans le restaurant. Donc, il n'est pas rémunéré, il est rémunéré par le SAT hors les murs, qui a permis de trouver ce stage, parce qu'il y a un travail d'accompagnement au travail en milieu ordinaire, et c'est le SAT qui le rémunère tous les mois, à hauteur à peu près d'un demi-SMIC, et en complément, il a une allocation adulte handicapé qui permet de faire le complément pour qu'il puisse vivre correctement, on va dire, tous les mois. Si tu veux bien passer le micro à Patricia. Oui. Quand la demande, si j'ose dire, arrive, quand le binôme, l'équipe, je sais pas, les deux frères, et qu'on se dit, bon, comment ça se passe? Et comment est-ce que toi, Patricia, tu t'es retrouvée finalement à aider Salomon, comme il vient de nous l'expliquer? La famille en fait a contacté l'association et l'association, précisons-la. Trisomie 21. D'accord. Aquitaine. Et donc on s'est rencontrés. Salomon venait voir son frère à Bordeaux des fois le week-end. Donc on a réussi à se voir des vendredis après-midi et à discuter un peu du projet. Donc on a beaucoup travaillé à distance au début, avec Salomon au téléphone, des rencontres très ponctuelles et beaucoup aussi avec Jonathan. On a essayé avec Salomon de définir un peu quels étaient ses objectifs. Il voulait donc quitter la région parisienne, vivre en milieu ordinaire, se rapprocher donc de son frère et de sa sœur et avoir un projet en milieu ordinaire quasiment exclusivement. Donc on a essayé de construire quelque chose sur mesure. On a essayé de chercher un logement. Moi, mon travail, ça a été de donner un peu des pistes, d'écouter, d'élaborer le projet et puis de les mettre en lien en fait, avec les différents acteurs de terrain pour qu'ils puissent le mettre en œuvre et à faire un suivi assez régulier. Enfin, on a eu beaucoup de contacts pour que ça se mette en place rapidement. Et du coup, ça a déclenché le rapprochement familial. Tout à fait. Le déplacement, le déménagement de Salomon de Paris vers Bordeaux. Jonathan, c'est compliqué à Patricia de répondre à la question que je vais te poser, mais pourquoi ça bloquait? Pourquoi ça, c'était pas possible? C'est-à-dire déjà l'équilibre et la forme de satisfaction que vous avez trouvée avec Trisomie 21 à Bordeaux, pourquoi ça, c'était pas possible en région parisienne? J'en reviens toujours à l'écoute et aux ressources aussi. Enfin, il y a oui, on ne peut pas tout leur mettre sur le dos, si je puis dire. Non, mais il y a les ressources aussi que l'on a pu obtenir en faisant appel à ce dispositif parce que il y avait un projet de vie qui était construit et du coup on pouvait aller piocher et faire des demandes spécifiques par rapport à ce que Salomon voulait et en réaction on avait une efficacité assez importante, ça allait très vite. Dès qu'il y avait une problématique et qu'on cherchait une solution, il y avait des solutions qui étaient proposées adaptées ou pas, mais il y avait des solutions qui étaient proposées, on pouvait avancer très vite en fait. Ça veut dire qu'il y avait un état d'esprit, on verra tout à l'heure avec Jacques Daniel qui dirige Trisomie 21, même si il est là au nom de Nexem, mais il y avait un état d'esprit et l'association s'était mise en posture d'être capable de répondre à ces demandes-là de cette façon-là, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Salomon, je reviens sur Lucille, ta copine. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que vous ne vous mettiez pas ensemble, par exemple, aujourd'hui? Elle est très jeune, c'est ça, déjà? Tout à fait, elle est très jeune. Quel âge elle a? Elle a 18 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui bloque? Elle n'ose pas? Ou c'est ses parents encore? Je ne veux pas être indiscret, mais je le suis. Ouais, ok, d'accord. Alors, Lucie, il est encore ses parents, mais son projet, on a la même projet, moi et Lucie. Lucie aussi, des fois, il parle à ses parents. D'accord. Vas-y, continue si tu veux. Des fois, il parle à ses parents et aussi l'élève de Lucie
elle me rêve à moi, c'est mon marié avec elle. J'ai compris. Patricia et Jonathan, c'est un peu... Qu'est-ce qui va permettre éventuellement que ce rêve-là, que cet aspect du projet de vie de Salomon soit pris en compte? Qu'est-ce qui va débloquer ça? Votre avis? Non mais, puisque là, il s'agit de voir comment on peut y arriver, un projet de vie. C'est un élément déterminant de ce que veut faire Salomon. Non mais, si les parents, par exemple, aujourd'hui, peuvent avoir une forme de sens de la responsabilité, qui est de dire, alors, regardons ce qui est possible. Qu'est-ce qui est, à un moment donné, je veux dire, les ressources, la notion de l'appartement, le travail tous les deux, qu'est-ce qui, dans les détails concrets qu'on peut faire avancer. Après, le choix intime des gens, ça je m'en mêle pas, c'est pas ça dont je veux parler évidemment, mais concrètement, qu'est-ce qui permettra à Salomon de réaliser ce rêve-là, par exemple, à ton avis? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui qu'il faudrait obtenir? Poser le projet futur de vie commune qu'ils souhaitent avoir tous les deux et à nouveau partir sur un nouveau projet de vie, non plus Salomon tout seul, mais Salomon avec Lucie, et reprendre sur quelles sont les problématiques, quelles sont les solutions de logement, de revenus mensuels, voilà, d'organisation de l'événement, enfin voilà tout. Et donc il faudra étudier complètement ce projet-là. Tout à fait. Comme un nouveau, double projet. Un nouveau projet de vie, une évolution en tout cas du sien. Je comprends. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter dans ce témoignage-là par rapport aux questions qu'on traite et qu'on va traiter là de parcours de vie, de qu'est-ce qu'il faut débloquer aujourd'hui dans la société en France qui est encore un vrai obstacle? Puisque vous êtes là, profitez-en. Patricia. C'est sympa. Qu'est-ce qui bloque? Allons-y, disons les choses. C'est le regard des autres? Oui, le regard des autres, ça peut bloquer en effet. On rencontre des obstacles, je dirais, beaucoup dans le milieu spécialisé, en fait, j'ai le sentiment, où les choses sont assez carrées, assez fermées, et on bataille sur certains projets, parce que nous, notre travail, c'est d'écouter l'ensemble des projets, que ce soit milieu ordinaire, milieu protégé, et on peut être à un moment donné dans le milieu protégé, puis après dans le milieu ordinaire, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de milieu protégé ou de milieu spécialisé, ou de milieu ordinaire, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait changer, c'est qu'il n'y ait plus ces deux univers, en fait, côte à côte, mais en même temps qui ne communiquent pas tellement. C'est ça. Pour l'instant, on est encore en silo. Ça reste très cloisonné, en fait. Ouais. Jonathan, tu veux rajouter un mot ou pas? Non, mais dans la continuité de ce que dit Patricia, il ne faudrait plus qu'il y ait des lois et des spécificités pour les personnes en situation de handicap, qui sont des citoyens comme les autres. En fait, il faudrait juste pour ceux qui ont la possibilité, qu'ils vivent de façon autonome et dans un milieu ouvert et qu'ils fassent des activités avec tout un chacun. C'est ça, en fait, l'évolution qui serait envisageable et souhaitable, surtout. Est-ce que tu veux rajouter un mot, Salomon? Tu veux dire un mot encore? Oui, je t'en prie. Alors, moi, ça me bloque, mais j'aimerais bien faire mon projet de vie avec Lucie, mais aussi j'arrive pas à penser à mon rêve et je ne sais pas si ça va réaliser dans ma vie. Je crois que là, on l'a bien compris, l'importance que tu attaches à ce projet, et que toi-même, tu es conscient que c'est pas sûr que ça se réalise, mais le moins qu'on te souhaite, c'est que tu y arrives, évidemment. Merci d'abord d'être descendu de Bordeaux, de monter de Bordeaux à Paris pour ce témoignage ici. Et puis vous restez avec nous au premier rang. Et puis s'il y a des questions des gens qui sont dans la salle, à vous aussi, là, vous répondrez si vous voulez bien dans un instant. Je vais demander à ceux qui sont là d'applaudir les trois intervenants.
Rejoignez la salle si vous voulez bien. Est-ce que le député Adrien Taquet est arrivé finalement? Eh ben, formidable. Alors écoutez, je vais les uns et les autres vous inviter, les autres orateurs, à venir vous installer, si vous voulez bien. Donc, puisque je vous citais à l'instant, monsieur le député, s'il vous plaît, à ma droite, Cindy Thomaset, voilà. Madame Martel, si vous voulez bien, pardon aussi. Oui, j'avais pas vu la marche. Formidable. Merci beaucoup. Voilà, j'en prie. Jacques Daniel, s'il vous plaît. Voilà. Moufid Ajar. Jérôme Bégari. Voilà, tous les trois. Et vous allez vous passer le micro au fur et à mesure. C'est celui-là ? Alors, Adrien Taquet, je rappelle que vous êtes député de la région parisienne, ici, vous êtes dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, donc co-rapporteur de ce rapport que vous avez appelé « Plus simple la vie », et plus belle, pourquoi pas, aussi, hein, remis au Premier ministre, sous-titre « 113 propositions pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap ». Voilà. Donc après ce témoignage que vous avez entendu aussi, et compte tenu de l'exigence de changer pour s'adapter au projet de vie, avec les blocages qui ont été recensés très bien par les trois, et Patricia nous le disait à l'instant, dans le secteur médico-social d'abord, spécialisé, vous parlez tous, hein, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez tous parlé d'une révolution culturelle presque dans votre secteur. Et la première, c'est que vous dites, vous, qu'il faut en finir avec les situations de rupture, dont parfois même c'est l'administration qui est à l'origine, de rupture que vivent les personnes en situation de handicap. C'est quoi ces ruptures? Déjà, on peut commencer par les rappeler, les décrire en quelques mots. Alors, avant toute chose, je n'ai pas assisté, et je m'en excuse à l'intégralité de votre témoignage, et je m'excuse auprès de chacun d'entre vous et de vous-même de mon retard. Je n'ai pas entendu l'intégralité de votre témoignage et de ce que vous avez, des problématiques auxquelles vous avez pu être confrontés, mais je les imagine assez bien. Effectivement, la spécificité s'agissant des personnes en situation de handicap, c'est qu'elles subissent de nombreuses ruptures. Alors en fait, nous tous, on a des ruptures dans notre vie. On choisit de faire des études supérieures, de déménager, de se marier, d'avoir des enfants. Ce sont des ruptures qui sont souvent voulues. Elles sont aussi parfois subies. Quelquefois, il y a des accidents aussi. On divorce, on choisit d'avoir des enfants. On ne choisit pas d'avoir des enfants, mais on les a quand même. Bon, c'est des choses qui nous arrivent à tous. Bon. Pour les personnes en situation de handicap, ces ruptures de parcours s'accompagnent souvent de ruptures de droit. Des ruptures de droit qui accompagnent ces ruptures. Et c'est ça qui n'est pas acceptable, d'autant plus qu'effectivement, souvent, l'administration en est la source. Le champ du handicap est marqué par une très très grande complexité. Marianne Monchamp avait parlé d'un double effet de sidération, c'est-à-dire l'effet de sidération quand vous apprenez votre handicap ou celui de votre enfant, et le deuxième effet de sidération quand vous découvrez le nouveau monde, le nouveau maquis administratif face auquel vous allez être confronté. Marianne Monchamp, dont il faut rappeler qu'elle a été ministre. Elle a été ministre, c'était la ministre des handicapés, notamment de la loi du 11 février 2005, et qui est aujourd'hui, sous Jacques Chirac, et qui est aujourd'hui présidente de la CNSA. Et c'est un peu ce qu'on a ressenti, mon co-rapporteur Jean-François Serre et moi-même, nous qui étions novices, quand on a découvert ce qu'il en était. Donc de nombreuses ruptures parce que, à la française, on a bâti nous-mêmes, progressivement, en empilant des dispositifs, un système qui a fini par nous dépasser. Tous les acteurs, je pense, qu'ils soient politiques, agents de la maison départementale des personnes handicapées, qui est cette institution qui est un peu centrale, puisque c'est un peu le guichet unique dans le champ du handicap, les autres acteurs, qu'ils soient de l'État ou du secteur médico-social. Et puis, un système d'organisation, de management, des systèmes d'information, un système informatique, qui ont 10 à 15 ans d'âge. Arrêtons-nous sur les fameuses MDPH, parce que les départements, vous le savez pour la plupart, mais les départements sont un des plus gros financeurs du social. Si je peux me permettre, non. C'est quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est l'État. C'est une politique qui n'est pas décentralisée, c'est une politique qui est partagée.
Le handicap, c'est 45 milliards d'euros dans notre pays, et c'est à 80% financé par l'État. Oui, mais c'est la MDPH effectivement, l'État par les départements a confié aux départements la mise en œuvre de la politique du handicap. Mais le financeur, c'est l'État. D'accord. Non, mais c'est important de se le dire. Vous avez raison. Dans les débats actuels. Notamment. Mais celui qui organise le travail de cette maison départementale, c'est le département. Où on distribue les droits, où on dit aux gens, bah oui, très bien, quel guichet auquel vont les parents ou la personne en situation de handicap. Or, là, vous dites, ça bloque. Elles ne remplissent pas leur mission. Pourquoi ? Alors, ça serait. On a combien de temps ? Parce que très peu. Vous savez, il y a 300 pages et 113 propositions. Très peu, on est très en retard. On a commencé en retard. De mon fait, notamment. Écoutez, ça veut que je vous le disais, on a été dépassé par le système. Le système est bon, je pense, sur le papier au départ en 2005. D'ailleurs, le principe de la MDPH guichet unique nous est envié dans d'autres pays. Sophie Cluzel était au Canada il n'y a pas longtemps et on disait votre système de guichet unique comme ça est assez exemplaire. La MDPH, on lui a confié des missions d'information, d'orientation, de conseil, d'accompagnement. Bon, toutes les personnes qui sont ici ont peut-être eu un rapport avec leur MDPH. Il ne faut pas non plus généraliser. Il y a des disparités territoriales d'un département à l'autre, ce qui est une des autres problématiques à laquelle on est confronté. Aujourd'hui, les MDPH gèrent des dossiers. Elles n'accompagnent pas des personnes. C'est ça. Alors que c'est normalement leur mission première. Elles font de la gestion de dossiers et de l'attribution de droits. Mais je veux dire, elles en sont les premières conscientes et les premières malheureuses, je pense, et notamment les agents qui eux-mêmes finissent par douter de leur propre mission. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, elles n'ont pas les moyens de mener à bien leur mission, parce que le nombre de dossiers de reconnaissance de personnes en situation de handicap, et c'est une bonne chose, enfin, en quelque sorte, a augmenté. Et puis que vous avez des méthodes d'organisation. Vous avez par exemple, c'est un exemple, vous me demandiez le type de rupture. Vous avez des systèmes informatiques qui ont 10 ans de retard sur la plupart des administrations et 20 ans de retard sur le privé. Rien n'est interconnecté, vous n'avez pas de téléprocédure, tout se fait encore par papier, il y a des gens qui passent leur journée à scanner des dossiers. Les MDPH ne sont pas connectées entre elles, donc quand vous changez de département parce que vous déménagez, votre dossier peut être perdu et il faut pouvoir recommencer. Alors normalement, vous n'avez pas recommencé, mais quand vous avez des droits à la CAF, ce n'est pas interconnecté avec la CAF, donc vos droits... La caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale, quand vous partez, pareil avec la CNAV, donc quand vous partez à la retraite, ça peut mettre 2, 3, 4 mois avant que vos droits soient rétablis. Et pour des gens qui sont en situation socialement vulnérable, souvent, c'est dramatique de perdre ses droits pendant 3 Dans le rapport, vous dites il faut dégager du temps au MDPH. Comment ? Il faut rétablir la confiance. Et puis le référent parcours. Parlez-nous de ces 3 aspects. Alors, il y a effectivement, très brièvement là aussi, moi je pense qu'on peut sauver le système, pour faire bref, en restaurant effectivement la confiance. Mais il faut la restaurer à tous les niveaux. Hein. Il faut la restaurer, alors notamment, et c'est une des propositions fortes, je crois un peu transformatives qu'on propose, c'est effectivement faire de la confiance la nouvelle pierre angulaire de la relation entre l'administration et ses usagers. Moi j'ai entendu trop de gens, et notamment s'agissant de trisomie, mais aussi d'autisme, de dire on doit justifier en permanence notre handicap. Et c'est vrai que... Et tous les ans, il faut recommencer. Non, pas tous les ans. 2 ans, tous les 3 ans, il faut refaire le dossier, le certificat médical, etc. pour dire, bah oui, mon frère, bah ouais, en fait, il est toujours trisomique. Bah oui, mon fils de 20 ans, ouais, bah il est encore autiste, en fait, et a priori, il souffrira de troubles de spectre autistique jusqu'à la fin de sa vie. Donc nous, on dit, arrêtons avec ça, arrêtons les logiques de ces derniers temps qui ont constitué à allonger les durées de droit, mettons la confiance au centre de la relation, et pour un certain nombre de personnes qui ont des difficultés fonctionnelles qui ne sont pas susceptibles d'évoluer, attribuons les droits à vie. Si la situation s'améliore, si la situation d'un parent qui touche l'AEH, qui est l'allocation pour les enfants, évolue dans son métier, son activité professionnelle, etc., à lui de revenir vers la MDPH pour dire ma situation a évolué. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de paradigme, on fait confiance aux gens, par contre la confiance, elle a un corollaire, c'est la responsabilité. Donc la responsabilité incombe à la personne. Il faut à la personne de revenir vers la maison de la MDPH s'il y a un changement. Et puis le contrôle, mais du contrôle qui sera maintenant a posteriori et plus a priori tous les ans avec tous ces documents à fournir. Je vais vous demander de passer le micro à Jacques Daniel, si vous voulez bien. Donc vous êtes à la fois le président de Trisomie 21, l'association Nouvelle-Aquitaine qui a accueilli Salomon, par exemple. Mais vous êtes vous aussi le responsable au conseil d'administration de Nexem du projet Assistance Parcours de Vie. Alors on va parler de ce projet, mais qu'est-ce que vous inspire déjà le témoignage de Salomon, que vous connaissez bien sûr, de Jonathan et de Patricia? Je pense que l'essentiel est dit, c'est qu'ils expriment des choix de vie.
qui les touche, en tout cas pour la fratrie, à tous les deux. Ce que peut-être Jonathan n'a pas exprimé, c'est que ça a un impact majeur sur sa propre vie. Hein, et je crois que c'est un élément essentiel. Et que, une des composantes de tout ce qui a été dit là, c'est comment on aide une famille, et donc là en l'occurrence deux frères, à choisir leur vie. Oui. C'est ça qui se joue dans ce type de projet. Donc on peut se dire on va attendre qu'une MDPH effectivement fasse le travail. Je pense que ce n'est pas souhaitable. On peut essayer de transformer les MDPH et revenir à l'esprit de la loi de 2005, on n'y arrivera pas. Parce que la question de l'accès au droit, la rupture de droit que vous évoquiez, elle est essentielle. Et il faut, dans des logiques d'élaboration de projet et puis de conduite de projet, être au clair sur qui est le patron du projet. Alors c'est ça le point clé. C'est ça qu'il faut changer principalement. Voilà. Ouais. Et comme ça, je dirais, on peut revendiquer des droits. Et ça ne peut pas être la MDPH qui accorde les droits, qui soit à la définition du projet. Oui. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une décision administrative au niveau du département. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut changer ? Le projet Parcours de vie chez vous, ça recoupe quoi ? Vos objectifs ? Qu'est-ce que vous essayez de modifier aujourd'hui ? Alors, je ne devrais pas être trop théorique, hein, mais en gros, c'est d'arriver à définir le devenir de la personne. Vers quoi on veut aller. Hein, bon, je pense que Salomon, il nous dit, son premier projet, là, aujourd'hui, il a changé. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de déménagement, de changement de travail, etc. Et puis il a rencontré la femme de sa vie et il passe à un autre projet. Bien sûr. Donc, l'élément clé, il est là. C'est une dynamique de projet. Oui. Hein, et si on peut faire en sorte que la famille, au sens large, soit soutenue dans cette élaboration de projet et dans sa décision, on renforce son autonomie, on renforce l'autodétermination et on fait en sorte que la personne, elle dise moi je veux aller là et voilà avec qui je veux y aller en plus. Hein, et au lieu d'être dans une position d'assister quelque part et de prise en charge et d'être quelqu'un à qui on explique comment on doit vivre, la personne choisit sa vie, elle est elle-même contributrice. Oui, mais quand on est dans un milieu très structuré, fermé, et où on a des habitudes et où on case un peu les gens dans quelques règles, et puis basta, c'est fait pour des mois, voire des années, c'est compliqué d'être dans une dynamique permanente, de réétudier les projets de vie. C'est ça qui a l'air de bloquer. C'est la vie de tout un chacun. On a tous des projets qu'on élabore ou pas, qu'on construit ou pas. On se projette plus ou moins. Et puis là, en l'occurrence, on se dit que des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui ont des difficultés d'abstraction, il faut mettre une forme de moyen de compensation pour élaborer le projet de vie. Et donc aider quelqu'un à se projeter, c'est la base. Et aider les familles face à la sidération qu'évoquait monsieur le député, parce que la découverte, moi je suis parent, donc je connais ces mécanismes de sidération, la découverte du secteur et la découverte du handicap, ça vous met dans un état d'incompétence. Un des points clés du travail que vous faites du projet Parcours de vie Annexen, c'est ça, c'est aider les familles à être capables de formuler, de définir et d'aborder les professionnels pour imposer le projet de vie. Imposer, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose... C'est pas le bon terme peut-être, mais... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est on est dans de la co-construction. Donc il faut à un moment donné que les acteurs soient partants. Le projet de Salomon, ça suppose que plusieurs acteurs soient partants. Hein, et c'est ça qui est la base de cette négociation. Donc, je crois que sincèrement, en amenant cet étayage sur la construction du projet de vie, on rend les gens plus compétents, on renforce leur autonomie décisionnelle, ce qui est la base de l'autonomie, et en plus, on renforce la confiance. Hein, alors, je ne sais pas si Cindy en parle. Alors, justement, passons-lui le micro, si vous voulez bien. La confiance, c'est l'élément qui est en rupture dans les familles qui sont en rupture de parcours. C'est complètement d'accord. Mot-clé que vous avez utilisé tous les deux. Alors, Cindy, vous êtes assistante parcours de vie, vous aussi. C'est quoi vos missions ? Alors, on accompagne les personnes
à travers leurs attentes, à réfléchir sur un projet de vie. Donc, par rapport à certains, une fois qu'ils ont élaboré leur projet de vie, on essaie de leur ouvrir le champ des possibles, de leur proposer un maximum de choix. Par exemple, c'est un projet habitat, mais un projet habitat, c'est large, ça peut être tant de l'institution qu'un appartement en autonomie, de vivre en famille d'accueil, voilà, c'est assez large. Du coup, si nous, voilà, il existe toutes ces possibilités, on peut aussi les accompagner à faire des démarches et après voir quel choix et les aider à mettre en œuvre, par exemple, quand ils mettent en œuvre, on les oriente vers les partenaires. Donc c'est à la fois ce que propose l'association, les droits aussi, c'est de la formation et de l'information à la fois. C'est de l'information en droit et aussi les soutenir aussi dans, par exemple, le projet de vie NDPH. Voilà, parce qu'on veut mettre en œuvre un projet, mais ils ont des droits. Et des fois, pour avoir accès à ces droits, il faut formuler une demande auprès de la NDPH. Vous aviez un exemple, c'est celui par exemple de la scolarisation. Quand quelqu'un dit je veux scolariser mon enfant en milieu ordinaire. Là, vous faites quoi par exemple? Alors après, ça dépend. Il y a des instances, des ESS, une fois par an, où l'école se réunit par rapport au projet de scolarisation de l'enfant. Il y a des échanges entre les professionnels et il y a des propositions qui sont faites tant par les professionnels et la famille aussi peut réfléchir. Mais du coup, aujourd'hui, la famille a vraiment le mot sur le projet. Mais du coup, il peut y avoir soit des propositions d'IME, soit propositions de classe Ulysse ou de scolarisation avec une ADSI. Voilà. Après, de plus en plus, il y a des projets un peu originaux où les parents souhaitent mettre en place, par exemple, une scolarisation moitié IME ou moitié Ulysse. Parce que la personne, la famille souhaite que l'enfant reste dans le milieu ordinaire, mais tout ce qui est paramédical, c'était plus simple pour l'enfant qu'il soit accueilli à un moment donné dans un IME. Et au bout du compte, l'idée c'est quand même d'amener la famille à pouvoir prendre elle-même la décision. Que là encore, ce ne soient pas les opérateurs qui suggèrent fortement, quoi. Voilà. Après, le rôle d'assistant en parcours de vie, c'est de leur donner tous les champs des possibles. Vraiment, leur présenter tout ce qui est possible. Même aussi, on a amené à faire des recherches parce qu'on ne connaît encore pas tout. Et chaque situation, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, et on va voir avec Jérôme Bégaric qu'il faut même aller chercher chez ce qu'on ne fait pas soi-même. Quelquefois, si vous voulez bien passer à Jérôme voilà. Jérôme, je rappelle que vous êtes directeur territorial de la Croix-Rouge en PACA et en Corse dans 3 secteurs, des établissements du sanitaire, des établissements enfance-famille et des établissements handicap aussi. Combien ça fait d'ailleurs d'établissements que vous gérez globalement sur cette zone? Une quinzaine. Une quinzaine. Et ça va d'où? De Nice à Lyon ou... C'est de la région PACA. Toute la région PACA, d'accord. Pour le handicap, essentiellement les Alpes-Maritimes et le Var. Alors, il y a un mot clé ou une formule clé qui est modifier l'offre, c'est-à-dire modifier aussi, de la part des professionnels du médico-social, la capacité à offrir des choses différentes pour que ça marche, puisque ça ne peut plus marcher avec l'ancien système, si on a bien compris ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, modifier l'offre, concrètement pour vous, qui avez des établissements structurés, fermés? Alors, fermés, je dirais pas forcément jusque-là, mais effectivement, il faut partir de ce présupposé-là pour avancer dans la réflexion, et c'est le postulat qu'on doit, nous, déjà commencer par poser quand on cherche à modifier l'offre. Modifier l'offre, c'est passer effectivement de l'établissement avec ses 4 murs, qui gère la fameuse prise en charge globale, qui amène tous les travers qui ont pu être évoqués, et on va s'accorder sur le fait que modifier l'offre, c'est réussir à intégrer dans le fonctionnement d'un établissement tout ce qui vient d'être évoqué.
dans un accompagnement qui est déjà quelque part dans la vie ordinaire. Mais comment est-ce qu'on fait pour partir de l'établissement dans ses murs et aller vers le milieu ordinaire ? Alors, en premier lieu, c'est réinterroger l'ensemble des pratiques professionnelles, très clairement. C'est réorganiser les établissements. Alors, on parle beaucoup de pôles, on essaie de mixer des établissements les uns avec les autres, de les juxtaposer, mais c'est largement insuffisant. Ça nécessite de modifier complètement la façon d'appréhender l'accompagnement, sortir d'un paradigme où on considère qu'on a un plateau technique qu'on justifie parce que les autorités de contrôle de tarification, l'ARS, le département nous allouent ces dotations-là pour répondre à une mission. On doit justifier d'un projet d'établissement pour le faire. On est déjà dans ce carcan, entre guillemets. Et de ce plateau technique, on pose en général une évaluation qui est basée sur notre propre plateau technique, qui nous fait identifier des besoins qui sont ceux qu'on a nous identifiés. Et je crois que le point de décalage avec le projet de vie, il commence là. On n'est pas sur le projet de vie. Et il faut qu'on arrive à passer sur le projet de vie et évaluer le projet de vie pour chercher à accompagner ce projet. Et c'est parfois faire moins de choses que ce qu'on fait aujourd'hui. Et au fond, ce qu'on entend, c'est que le paradoxe, c'est qu'au fond, le problème, c'est pas de réussir à satisfaire le besoin, pour ne pas dire la demande, pour ne pas dire le rêve de la personne handicapée, c'est de continuer à fonctionner, à vivre, quoi, l'établissement. C'est-à-dire, au fond, l'objectif, c'est pas le client final, comme on dirait dans le business, dans le marché. C'est pas ça. C'est de continuer à répondre aux critères, parce qu'on peut pas vous le reprocher dans une certaine mesure. Je pense que les professionnels ne peuvent que dire que bien sûr que oui, ils essaient de prendre en compte la parole des usagers et que bien sûr que oui, ils font au mieux pour répondre aux projets qu'ils en tiennent compte. Mais les règles que vous venez de décrire, le système fait qu'on part pas forcément du projet de vie. C'est le système qui bloque la chose. Parce que les nomenclatures des établissements, parce que les règles comptables de financement ne vous permettent pas de modifier comme ça, au pied levé, même si vous en aviez envie, système pour payer les gens et pour... Alors il y a ça, il y a la formation des professionnels, il y a cette culture qui est ancrée. C'est réussir à mettre ce qui a été évoqué avant en place dans un établissement, c'est être capable de dire dans un établissement l'évaluation que l'on propose n'est pas forcément liée à ce qu'on va accompagner par la suite. Oui, et c'est là que je reviens à la logique des partenariats. Trisomie 21 sur les projets qu'on est en train de mener dans les Alpes-Maritimes est un partenaire majeur dans cette dynamique-là parce qu'on est en train d'essayer de faire en sorte de s'organiser en plateforme de services, faire des liens entre le handicap et la protection de l'enfance. Donc on essaie d'aller jusqu'au bout de la démarche avec des financeurs distincts. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Vous m'avez dit le cadre réglementaire aujourd'hui, c'est-à-dire la loi, les règles qu'on vient de voir, de financement, de contrôle de ce que nous faisons par l'autorité départementale, etc., ou l'ARS, le cadre, ça colle plus. Ça nous il colle plus, en même temps il évolue. Là où on est un peu coincé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est supposé, dans le cadre de nos négociations CEPOM, nos budgets pluriannuels pluriétablissements, pouvoir modifier nos agréments, pouvoir faire évoluer en lien avec les nouvelles nomenclatures qui sont apparues en 2017 et nous permettre de faire un accompagnement dans un établissement tant institutionnel tel qu'on connaissait, mais également à domicile, tel qui peut être évoqué par des associations comme Trisomie 21. Un IME, par exemple, un institut médico-éducatif, il faisait dans les murs, chez lui, il rend le service. Un CESAD, c'était fait pour aller à domicile, par exemple. Est-ce que vous m'avez dit que tout va changer ? On n'est plus censé faire la distinction entre les deux, et un IME doit pouvoir avoir une approche telle qu'on connaissait à travers un CESAD hier. Donc ça, c'est ce qu'on est censé pouvoir faire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que malgré ce cadre réglementaire qui est censé le permettre, c'est que personne ne le maîtrise vraiment. Et face à une ARS, face à différents conseils départementaux, le discours, c'est bon, sur le principe, en fait, on est tous d'accord. Par contre, les outils qui permettent de suivre l'activité d'un établissement, aujourd'hui, en tout cas moi c'est ce que j'entends, modifier l'offre, on n'a pas forcément les outils derrière pour suivre l'activité qui va être mise en place. C'est comment est-ce qu'on vous accompagne. Et on a des réponses du type, on ne se représente pas les choses, il faut que vous arriviez à nous l'opérationnaliser. Je crois que là, nous les gestionnaires, on a un vrai rôle à jouer là-dessus parce qu'on a justement intérêt à s'en saisir pour aller proposer. Qu'est-ce qui bloque à partir du moment où, dans la théorie, je vais repasser la parole au député Taquet. Non, mais répondez-moi déjà vous-même. Qu'est-ce qui bloque ? Parce que ça change quoi ? Ça change la culture du personnel, les méthodes du personnel. Ça change l'évaluation, on l'a dit, c'est-à-dire le contrôle que vous avez par les départements ou les agences régionales de santé. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui ? Si on vous dit à brûle pour point, vous êtes devant la ministre de la Santé, elle vous dit dites-moi, allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je change tout de suite pour que ça avance ?
Il y a trop de choses. Faire une commande. Il y a trop de choses. Il y a tout ce qui a été évoqué. De toute façon, Ouais, les liens avec d'accord. les MDPH qui ont été évoqués, on le vit également, évidemment, en termes d'établissement. C'est-à-dire que le jour où on aura moins de dossiers à gérer sur le plan administratif, reproduire des photocopies, le dossier qui s'est perdu, accueillir le déménagement, mais sans dossier, etc. C'est autant de ressources qu'on peut dégager sur le terrain pour accompagner autrement les personnes. Ça, c'est le premier point. Il y a la culture, l'accompagnement au changement. S'il y a une chose sur laquelle j'interpelle les autorités de contrôle et tarification dans le cadre de nos négociations, on nous dit c'est modification de l'offre, mais à moyen constant. Alors on peut le faire, hein, mais s'il y a une chose qui est nécessaire pour nous, c'est l'accompagnement au changement des professionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire toute la formation de nos professionnels du jour au lendemain. Ça nécessite d'être accompagné, ce que l'on fait avec des consultants. Ça nécessite de faire de la formation, mais au long cours, sur 2 ans, 3 ans. C'est un vrai changement de paradigme pour les professionnels qui peuvent se retrouver en conflit de valeurs. Alors, un mot avant que je repasse la parole au député et à Mme Martel. Vous faites une expérience en ce moment pour que ça marche. C'est-à-dire que je suis un peu dans le disruptif ou dans le négatif, là, mais vous, avec les établissements, vous avez pris vous lancez une expérience pour modifier les règles, pour pouvoir réussir à sortir et à vous modifier et créer une offre de service vers l'extérieur. Comment vous faites? Et puis il y a une autre dimension, on l'a vu avec Cindy, c'est qu'en plus, vous ne voulez pas tout faire, vous essayez de mutualiser avec ceux qui savent faire des trucs nécessaires que vous ne faites pas. Dites-nous un mot sur ces 2 aspects, s'il vous plaît. Alors rapidement, on a une densité d'établissements qui nous permet d'apporter une vraie réflexion dans la perspective de nos CEPOM en cours. On a commencé sur un pôle en lien handicap, protection de l'enfance, tel que je l'évoquais tout à l'heure. On se fait accompagner sur cette démarche. On cherche d'abord à modéliser pour pouvoir alimenter, entre guillemets, nos financeurs, pour pouvoir les éclairer sur l'opérationnalité au bout du bout, qui n'est pas si claire que ça pour nous-mêmes dès le départ. Mais on les associe à la démarche, on les invite à nos réunions de travail, on échange avec eux sur ce sujet lors de nos différentes rencontres. Et petit à petit, on essaie de faire bouger leur regard en même temps que le nôtre. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'arriver à travailler sur des partenariats, très clairement, avec d'autres interassociatifs. Moi, je crois que c'est un passage obligé. Alors, c'est une attente, mais c'est quelque chose qu'on nous demande. Mais pareil, il s'agit de dépasser la simple convention interétablissement qu'on connaît, où on est tous capables de faire une convention, de dire on travaille ensemble, ça va favoriser les parcours. Dans quelle mesure on met nos ressources dans un même pot et dans quelle mesure on est capable de dire ça nous on ne sait pas faire, mais on accompagne une partie du projet et avec un autre opérateur on est capable de faire le complément. Alors un mot, le micro s'il vous plaît, voilà Monsieur Taquet. Deuxième révolution, si le terme est un peu galvaudé, mais c'est la question du reste de la société. C'est-à-dire que pour qu'on aille aujourd'hui permettre la réalisation du projet de vie, il faut aussi que l'entreprise s'ouvre. On l'a vu, le restaurant, qu'elle soit sensibilisée, puis qu'on trouve normal, parce qu'au fond, les personnes en situation de handicap, on ne les voit pas beaucoup en France, dans la vie quotidienne. On les voit pas, non. On les voit pas. Ça frappe d'ailleurs les visiteurs étrangers. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais en fait, vous n'avez pas de personnes en situation de handicap en France. Donc effectivement, on va pas revenir sur les causes, mais c'est totalement lié avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour que cette révolution, ce changement de paradigme soit possible, il faut effectivement qu'il y ait une révolution dans les établissements, ça a été très bien évoqué. Il faut qu'il y ait des partenariats, probablement, entre les différents acteurs, mais il faut qu'il y ait aussi une révolution dans la société, et il faut qu'il y ait aussi des partenariats avec les autres acteurs qui interviennent. Parce que si on est dans une logique, effectivement, d'ouverture et de milieu ordinaire, encore faut-il que le milieu ordinaire soit prêt à accueillir. C'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire l'école, par exemple. Ça commence par l'école. Donc si demain, effectivement, les enfants en situation de handicap vont tous à l'école, ça veut dire que demain, il faut que l'éducation nationale ouvre ses portes à des kinés, des ergothérapeutes, etc., dont l'enfant a besoin et qui vont venir potentiellement intervenir dans les murs de l'école. Donc c'est-à-dire que l'éducation nationale doit ouvrir ses portes à d'autres, ouvrir ses portes à des gens qui ne sont pas éducation nationale, ce qui n'est pas trop dans la culture, même si les choses évoluent. Ça veut dire qu'il faut très concrètement qu'il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait un endroit où le gamin va pouvoir faire ses séances.
Voilà, et ça c'est... Donc voilà, donc cette logique partenariale doit être aussi avec les autres acteurs qui peuvent intervenir, donc les autres administrations, etc. Donc ça c'est dans votre rapport aussi, c'est-à-dire que vous... Alors notre rapport il n'est pas sur la société inclusive, on aurait bien, ça nous titillait, c'était pas vraiment ça le sujet, il était un peu en décor de toute notre réflexion, mais il est évident que le pivotement il doit se faire côté établissement, où effectivement la logique c'est pas tant de fermer, c'est Pifto qui disait, moi j'étais avec Denis Pifto qui a écrit un rapport qu'on cite souvent, il dit la question c'est pas tant de fermer les établissements, c'est au contraire c'est de les ouvrir. Oui. Et c'est ce que vous disiez madame, hein, l'enjeu demain c'est effectivement que les gens aient le choix. Moi je pense qu'il faut que le milieu ordinaire soit je sais pas si c'est la norme, la règle, c'est pas le bon terme, enfin voilà le principe, mais il y a des gens qui ont besoin parfois de revenir vers le milieu spécialisé. Donc il faut qu'ils puissent y revenir quand c'est nécessaire, mais il faut qu'ils puissent en ressortir. Voilà, faut qu'il y ait des passerelles, il faut que ça soit ouvert, il faut que ça soit plus fluide. Et effectivement, il y a un gros travail. Et moi, je me fais engueuler quand je dis ça, parce que je pense que ça va prendre une génération. Enfin, je veux dire, je suis désolé de le dire, notamment pour les parents d'enfants actuellement ou d'adultes, etc. Mais il faut que toute la société aussi pivote. Alors, Christiane Martel, ça nous amène au sujet que vous voulez traiter, qui est le décloisonnement. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce terme de décloisonnement, à la fois vis-à-vis de la société et puis à l'intérieur du monde professionnel médico-social? Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union nationale de l'aide à domicile, vous l'avez été nationale et vous êtes Pas-de-Calais aujourd'hui. Voilà, oui. Et le décloisonnement, c'est évidemment une formule qu'on utilise quelquefois d'ailleurs pour stigmatiser le fait que la France traîne un peu justement à décloisonner. Mais je pense que c'est aussi une nécessité d'expliquer et de faire un tout petit peu d'histoire. Il est évident que les lois de 75 qui avaient donné, je dirais, des moyens, en tout cas la perspective aux familles de s'organiser pour que les enfants puissent être éduqués, soignés. Bon, tout cela a beaucoup changé. Bon, on l'a dit à plusieurs reprises. Il y a eu un changement culturel tout à fait important, énorme même, et qui concerne toute la société. Pas seulement les personnes en situation de handicap, mais toutes les autres, avec ce souci d'individualité, d'habitat aussi, je dirais, plus individualisé. Bon, en quelques années, on a bien vu que les jeunes souhaitaient prendre leur autonomie. Ben oui. Donc, il est normal que finalement, et bon, j'ai bien aimé les interventions de ces deux frères d'ailleurs. Je trouve que c'est bien de montrer la fraternité. Et puis ça me fait penser aussi à une expérience qui est même plus qu'une expérience, maintenant c'est une réalité, qui est sur Arras, où il y a une douzaine de jeunes trisomiques qui sont dans une résidence où on trouve aussi des étudiants, où on trouve des personnes âgées, et eux ont chacun, je dirais, leur appartement. Ils ont chacun d'entre ces trisomiques a bien un contrat de location qu'il paye, etc. Ils vivent d'une façon complètement indépendante. Alors, la clé de tout ça, c'est quand même l'argent. Oui, parce que la dimension financière. Ça demande un accompagnement, psychologique, un accompagnement professionnel. Or, qui dit accompagnement dit forcément des salaires à payer, etc. etc. Donc, oui, il y a toujours un problème d'argent. Mais pas que un problème d'argent. Je voulais, en indiquant justement cette réalisation, il y a eu au départ de cette réalisation un obstacle qui était tout à fait important. C'était les familles, les parents qui étaient très très inquiets. Et je rencontrais l'autre jour aussi des parents d'une jeune fille autiste qui est relativement loin de chez eux. Elle est à 10 km et me disait, vous pensez, que fait-elle le soir? Elle est à 10 km de chez nous, jamais auparavant elle était avec nous. Vous voyez, ça c'était évidemment quelque chose qui est tout à fait palpable. Mais pour revenir effectivement aux moyens qui sont nécessaires, ils sont tout à fait nécessaires. Oui. Et je crois qu'on se fait des illusions si l'on pense que c'est dans notre secteur médico-social de l'accompagnement, et UNA accompagne non seulement des personnes en situation de handicap, mais je dirais tous les publics. Je dirais nous intervenons, une formule, du premier cri au dernier soupir. On est en capacité d'accompagner tout le monde, mais ça veut dire qu'il faut former
du personnel et il faut avoir du personnel, donc le rémunérer. Et vous dites qu'il faut changer la loi de 2005, vous dites aussi que la question... Non, je n'ai jamais trop dit la loi 2005. Oui, enfin vous dites qu'il faut faire évoluer la loi parce qu'elle ne permet pas encore tout aujourd'hui. Alors, oui, j'ai beaucoup aimé, puisque monsieur le député a présenté au CNCPH lundi dernier son rapport. Et alors, une des choses qu'il a stigmatisées, c'est que dans la PCH, on ne peut pas intervenir pour les tâches domestiques. Alors ça, je peux vous dire que depuis 2005, UNAS et avec... C'est une des complications qu'on évoque depuis. Nous battons parce que si une personne, et vous l'avez très bien dit dans votre rapport, si une personne n'est pas en capacité, par exemple, de se nourrir seule, il est évident qu'elle n'a pas non plus la capacité de préparer son repas et ni de faire ses courses. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Et donc il y a un blocage puisque la PCH ne l'entend pas. Mais ça va être un peu compliqué. Depuis le temps que nous le demandons, je vous assure que vous nous aurez forcément à vos côtés si vous progressez là-dessus. Mais ça veut dire que là, il faut changer. Là, il y a un problème, il faut changer la loi. C'est ça. Parce que il y a cet article qui indique qu'on ne peut pas intervenir. Alors, comment fait-on? Parce que c'est bien joli de dire qu'on se bat depuis 2005, mais comment fait-on? Bien, on bricole. Il faut bien reconnaître qu'on essaye de... Alors, quelquefois, c'est l'aide sociale départementale. Mais, personnellement, je ne trouve pas que ce soit juste. Parce qu'une personne en situation de handicap n'est pas, je dirais, justiciable de l'aide sociale. Elle est justiciable d'une véritable prestation d'accompagnement et pas de l'aide sociale. Bon, on essaye de trouver, quelquefois c'est la famille, enfin, bref, quelquefois on transgresse la loi. On ne dit pas trop fort, mais on le fait quand même. Bon, parce qu'il faut bien répondre à cette nécessité impérieuse. Comment fait-on pour une personne qui ne peut pas se préparer à manger? Alors, si vous voulez bien passer le micro, docteur Ajar, vous êtes Moufid Ajar au CHU de Bordeaux, responsable d'unité. Vous êtes dans l'étude des informations et la distribution des informations, notamment par le numérique, mais vous suivez, comme épidémiologiste, les différents phénomènes. Et en particulier, la question qu'on se pose, c'est ouvrir à l'extérieur. Très bien, mais quand on a parfois besoin d'être dans un établissement sanitaire, un établissement pour des soins, l'hôpital par exemple, et pourtant on veut revenir vivre. Donc, en continuant à être soigné peut-être chez soi. Or, c'est parfois un rêve et c'est parfois une utopie. Dites-nous ce que vous en pensez. On conclura cette table ronde avec ça. Oui, merci. Sur ce point en particulier, en fait, peut-être rappeler, mais ça a déjà été dit quand même un peu, c'est qu'on fonctionne quand même beaucoup en dispositif de silo, c'est-à-dire que les établissements, les structures, etc., se sont organisés et travaillent presque pour elles-mêmes, d'une certaine manière. Finalement, quand on rentre à l'hôpital public, généralement par les urgences, on a une prestation. Vous sortez, a priori, il y a quelques éléments d'accompagnement. Le compte-rendu d'hospitalisation arrive un mois plus tard, quand pratiquement tout... Et je suis gentil, oui, merci Jacques. Et on a des injonctions de faire des efforts là-dessus, il faudrait en faire. Et la numérisation, par exemple... des dispositifs de dossiers patients informatisés aujourd'hui ne règlent pas nécessairement le problème. Mais bon, c'est un environnement quand même particulièrement cloisonné qui ne prend pas nécessairement en compte de toute façon la problématique extérieure une fois que la personne, si je puis dire, utiliser ce terme, est un peu laissée à elle-même dans la nature. Pourtant, il y a une procédure qui existe depuis un certain temps qui s'appelle l'hospitalisation à domicile. Oui, alors... On a tout misé là-dessus et ça marche pas Oui, non, enfin, c'est pas que ça marche pas. C'est en fait le problème de la HAD, c'est que ça ne va pas tout régler. Enfin, ça va régler une partie des problèmes, mais alors par rapport au comment dire rapidement, normalement la HAD en France, sauf erreur de ma part, c'est 0,6% des séjours considérés de type hospitalier en France. On pourrait, dans d'autres pays, notamment européens, c'est entre 4 et 6%. Donc on voit qu'on a entre 0,6 versus 4 et 6% énormément de marge, mais vous voyez que ça ne représentera de toute façon quand même pas, enfin ça ne peut pas tout régler, même si ça peut apporter énormément de choses et effectivement permettre à des personnes d'être soignées et suivies chez elles avec un véritable projet d'accompagnement qui va avec. Le seul problème de la HAD, c'est qu'on a eu beaucoup d'espoir au début dessus et on a dû déchanter d'une certaine manière parce que tout n'est pas solvable dans l'hospitalisation à domicile, la technicité, un certain nombre d'indications ont dû être d'une partie revues à la baisse.
D'autres peut-être développés, je vais un peu plus vite. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le système d'information qui gère l'hospitalisation à domicile existe. Le problème, c'est qu'il n'est pas super analysé, certainement pas sur le niveau médico-économique, par exemple, pour être capable de dire, je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui que, alors sur la cancéro, ça a été un peu fait, sur la cancérologie, mais quand j'hospitalise quelqu'un à domicile, par exemple, c'est à la fois avantageux pour lui pour un cadre de vie, mais c'est 2 fois moins cher ou 2 fois plus économique, pour utiliser un autre terme, que par exemple le fait de rester, d'avoir une hospitalisation classique. Revenons au handicap. Vous dirigez une association qui s'appelle Rénovation, qui est spécialisée, si j'ose dire, dans l'aide des personnes en situation de handicap psychique. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour réaliser le projet de vie à l'extérieur Alors oui, là je quand on doit avoir une hospitalisation. Oui, là, il faut qu'on conclue la table ronde parce qu'il y a des orateurs. Je rejoins peut-être quelques orateurs là-dessus. Nous, à Rénovation, on a effectivement 3 ITEP, par exemple, 3 instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, que l'on est en train de transformer, justement, ça fait écho à l'intervention de tout à l'heure, en DITEP, c'est un dispositif dans lequel on va en fait mixer, en quelque sorte, c'est un mauvais terme sans doute de ma part, mais la partie CESAD et la partie ITEP, justement parce que c'est la discussion qu'on a. On a une double injonction. Si la HPST, la loi Hôpital Patient Santé Territoire 2009, dit qu'il faut plutôt privilégier le domicile, pour revenir aussi, par exemple, au domaine hospitalier, c'est le développement de l'ambulatoire, de la HAD, etc. On revient dessus. Mais qu'est-ce qui bloque? Venons sur ce qui bloque pour voir. Ce qui bloque, c'est probablement le fait que justement, on nous donne une injonction étatique qui est de dire faut privilégier le domicile, il faut privilégier par exemple le milieu scolaire, et d'une certaine manière, et il y a plusieurs autres injonctions qui s'adressent par exemple au secteur de l'aigu, c'est vous devez réduire les séjours, vous devez développer l'ambulatoire. Ce qui fait qu'en quelque sorte, les gens se retrouvent soignés, certes, par exemple, par un hôpital public ou une structure quelconque ou un service de psychiatrie, et sont tout de suite mis très vite dehors. Donc il faut les prendre en relais. Alors qu'avant, on pouvait rester peut-être, je dis n'importe quoi, 10 jours, 7, 8 jours. Aujourd'hui, les durées de séjour moyennes du centre hospitalier psychiatrique de référence chez nous, c'est d'une courtitude, si je puis me permettre, absolue. Donc quand le patient est sorti, et c'est ce qu'on disait chez nous, par exemple, sur la partie d'ITEP, cette partie dispositif d'ITEP, qui permet justement d'initier la souplesse dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux adapter un peu plus. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous puissiez aujourd'hui répondre à la demande? Il faudrait par exemple typiquement un peu plus de lits d'aigus ambulatoires dans le service, dans l'hôpital psychiatrique de référence chez nous. Parce que typiquement quand un gamin ne va pas bien, il faut qu'on puisse le sortir du dispositif, l'envoyer au service de psychiatrie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a que 5 lits. Pardon? Non, mais moi je prends l'exemple parce que c'est fait pour le faire vivre. Voilà. Et il y a 5 lits chez nous, il y a 5 lits chez eux. Oui. Je vais passer le micro au député, si vous voulez bien. Après, effectivement, il y a une question d'articulation, et après, il y a un problème aussi de communication. C'est que il n'y a pas de dispositif, pas vraiment de dispositif qui permette aux gens de communiquer. Là, si je puis me permettre, par contre, il y a un petit truc positif, moi je trouve, c'est qu'il y a, parce qu'on est dans un système qui est le système français, donc c'est la puissance de l'État qui d'une certaine manière va imposer les choses, mais je vais laisser la parole au député bien sûr. Mais c'est vrai que par exemple tous les projets d'e-santé qui sont aujourd'hui liés à une instruction de 2016 par exemple sont fondamentaux, parce qu'il y a des plateformes d'appui qui se mettent en place avec des systèmes qui vont permettre numériquement de communiquer, etc. Par exemple, des annuaires professionnels qui devraient se mettre en place, des groupements hospitaliers de territoire qui obligent à collaborer. Tous ces petits trucs-là vont faire que petit à petit, le maillage, on va peut-être y arriver un peu mieux. Ça ne veut pas dire que ça règle les problèmes, loin de là, mais c'est des pistes. Oui, donc là, le numérique devrait aider si on accélère pour faciliter la vie des gens avec le numérique. On finit. Je vous passe la parole pour conclure, parce que, à tout seigneur, tout honneur, vous êtes le député, vous avez écrit le rapport. Vous voyez bien qu'en particulier, la question du handicap psy est une dimension clé aujourd'hui, où il y a les plus grosses difficultés peut-être, mais pas seulement. Si d'un mot, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne des efforts qui sont faits en ce moment parce qu'on voit bien que tout le monde va dans ce sens d'essayer de réaliser les projets de vie, mais qu'il y a des problèmes de moyens, qu'il y a des problèmes d'état d'esprit, des problèmes de blocage administratif, de règlement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de tout ce qu'on a dit là? D'un mot, une phrase. Parce que je me fais engueuler parce qu'on déborde. Mais je vais, sans faire de politique politicienne, moi je pense que le plus grand projet de transformation sociale
qui était inscrit dans le programme du président de la République, bien plus que la réforme de la SNCF, les retraites, ce genre de choses. Je pense que c'est la société inclusive. Et je pense que enfin peut-être les gens ici, mais peu de gens qui ont lu le programme, peut-être peu de gens même qui l'ont écrit, allez savoir, s'en sont rendus compte. Voilà. Donc tout ça enfin on peut pas le limiter à un mot. On a bien vu de la complexité immense. Effectivement sur le handicap psychique, il y a en plus un sujet dans le sujet parce que c'est mal connu, davantage craint. Voilà, donc il y a en plus une problématique, je pense, spécifique là-dessus dans notre pays. Et voilà, mais je vous l'ai dit, je pense la que société inclusive. La société inclusive, ça va prendre une génération, et je pense qu'il faut que tous les acteurs, et ça va révolutionner énormément de choses chez les enseignants, dans le secteur médico-social, peut-être dans les systèmes de tarification, parce que tout à l'heure on parlait des systèmes ARS avec les projets, etc. Peut-être que demain ça ne sera plus ça. Bon voilà, ça va. Dans les entreprises. Bon, bah, donc j'arrête. Ça fait 2 fois qu'on me coupe le micro, clairement. On finit par cette thématique. On a démarré à 10, je rends à 10 une heure après. Vous étiez 9, c'est compliqué de traiter un tel sujet en moins de temps. Vous étiez très bien. Non, mais c'est tout le monde qui est très bien.